Nous sommes tous au courant des atrocités de la guerre des tranchées pendant la Première Guerre mondiale. Des vagues de soldats sortant de leurs tranchées sous une grêle de tirs et des nids de fils barbelés éparpillés à travers le No Man's Land. Des obus d'artillerie explosant tout autour d'eux pendant qu'ils avançaient, tandis que des avions bourdonnaient au-dessus d'eux, tirant des mitrailleuses sur eux. Souvent, la tranchée ennemie n'était qu'à quelques mètres, pourtant en ce temps-là, des centaines voire des milliers d'hommes pouvaient être laissés morts ou mourant dans la boue. C'était un enfer sur terre créé par l'homme. Mais ce que les livres d'histoire négligent souvent, c'est qu'entre les batailles, la vie continuait dans les tranchées. Une nouvelle culture s'est formée dans ces longues lignes creusées qui s'étendaient de la côte belge jusqu'au sud de la France. Cette culture avait ses propres normes sociales, sa hiérarchie sociale et des emplois visant à maintenir le monde. Et avec tout cela sont venues les routines quotidiennes. Tout comme dans la vie quotidienne à la maison, bien que 2 jours ne soient jamais complètement identiques, il y avait des jours typiques qui suivaient un modèle pour les activités. Ici, nous allons voir à quoi pourrait s'attendre un soldat dans une tranchée britannique typique en servant au front, en attendant la prochaine attaque ou l'ordre pour aller au-delà des limites. La journée commencerait d'une manière quelque peu dramatique. Peu avant le lever du soleil, les officiers et les sous-officiers commenceraient à réveiller leurs hommes et leur ordonneraient de se tenir prêts à combattre. Les soldats se prépareraient pour la bataille, puis se positionneraient sur le pas de tir, une plateforme surélevée creusée dans le côté de la tranchée face à l'ennemi, de sorte que les soldats pourraient se tenir dessus et avoir la hauteur pour tirer par-dessus le parapet. Cette action matinale était due à la majorité des attaques menées à l'aube, les 2 camps voulant leurs soldats prêts à combattre. Les soldats prépareraient leurs troupes pour une potentielle attaque surprise de l'ennemi. Le rassemblement des armes durait généralement une demi-heure, et comme moyen de soulager la tension et de rappeler à l'ennemi qu'ils étaient prêts à se battre, les 2 côtés tiraient souvent quelques coups de feu en direction de l'autre. Pour ces raisons, toute la pratique du rassemblement des armes était appelée la haine matinale. Toute la pratique était détestée par les soldats, car non seulement ils devaient en faire face à la... Les soldats se voyaient confier la tâche de rester là et de se demander si l'ennemi allait attaquer, mais leurs officiers et sous-officiers prenaient également le temps de les inspecter. Et dans l'armée britannique, où des règles strictes d'uniformité étaient sévèrement appliquées, un soldat mal habillé pouvait se retrouver puni en se voyant attribuer certaines des tâches les plus désagréables de la vie dans les tranchées. Et il y en avait beaucoup dans une tranchée. Après la haine matinale, les hommes se regroupaient à l'avant de la tranchée, dissimulant des missiles et recevant une ration de rhum, introduite officieusement en hiver 1914 puis déployée dans toute l'armée britannique. La ration de rhum était initialement donnée aux soldats pour lutter contre le froid dans les tranchées, mais rapidement, elle est devenue un moyen d'aider les hommes à gérer le stress. Chaque homme recevait environ 1/3 de pinte au cours de la semaine, et c'est devenu l'un des moments forts de la journée lorsqu'ils étaient stationnés à l'avant. Le petit déjeuner coréen serait servi à 7 heures. Durant les premiers mois de guerre, tous les soldats britanniques, indépendamment de leur position à l'avant, en réserve ou en Grande-Bretagne, consommaient les mêmes rations. Mais alors que les Britanniques s'installaient, on s'est rapidement rendu compte que cela laissait les troupes dans les tranchées de première ligne avec un nombre de calories insuffisant pour les soutenir pendant les nombreuses activités physiques épuisantes qu'elles devaient souvent entreprendre. Par conséquent, l'armée a donné la priorité aux troupes de première ligne sur toutes les autres, et elles ont commencé à recevoir les meilleures rations, qui totalisaient souvent plus de 4000 calories par jour, soit près du double de l'apport quotidien recommandé dans la vie civile moderne. Au début, on pourrait penser qu'il y avait au moins cet avantage à être en première ligne, mais en réalité, la nourriture apportait souvent peu de réconfort en raison de sa mauvaise qualité et de sa variété tout aussi médiocre. L'essentiel pour le commandement de l'armée était que les hommes reçoivent leur quota calorique. Peu importe si c'était en mangeant encore et encore les mêmes aliments en conserve,
souvent différents. Mais ce sont peut-être les biscuits de l'armée qui ont acquis la plus grande notoriété. Les biscuits étaient fournis en tant que substitut de glucides lorsque le pain n'était pas disponible et étaient souvent servis lors du petit déjeuner. Mais ces biscuits sont devenus aussi détestés que l'ennemi, car non seulement ils n'étaient pas très savoureux, mais à une époque où l'hygiène dentaire parmi la classe ouvrière qui constituait la majorité des troupes était très faible, les biscuits durs cassaient souvent les dents affaiblies. Pour contourner cela, les soldats broyaient souvent les biscuits en poudre, puis les mélangeaient avec de la confiture. Le travail de la journée commençait après le petit déjeuner. Entretenir une tranchée était une tâche audacieuse toute l'année, mais particulièrement quand il pleuvait. L'eau de pluie affaiblirait les côtés, les faisant s'effondrer, ou s'accumulerait au fond de la tranchée, créant de grandes flaques de boue qui devaient être évacuées. Sans mentionner les dommages subis par les tranchées. Les tranchées, laissées vides, subiraient des tirs d'artillerie entre les deux côtés. Les conditions sordides de la tranchée affectaient également l'équipement et un entretien régulier des armes devait être maintenu pour s'assurer qu'elles restent en bon état de fonctionnement. Un équipement dont l'importance augmenterait de manière exponentielle pendant la guerre était le masque à gaz, et celui-ci devait être gardé propre en tout temps, car c'était littéralement une question de vie ou de mort. L'hygiène personnelle était également très importante, car les tranchées étaient des foyers de maladies. Environ 2 millions d'hommes des deux côtés ont péri à cause des maladies dans les tranchées au cours de la guerre. Pour certains spécialistes, ils étaient souvent épargnés de ces tâches routinières, car ils avaient d'autres tâches. Les cuisiniers devaient nettoyer après le petit déjeuner et préparer le déjeuner. Le personnel logistique devait livrer les fournitures, tandis que le personnel médical devait vérifier leur stock de fournitures et s'occuper de toutes les blessures que les hommes auraient pu subir lors d'un accident. Partie de la guerre. La guerre ne s'est pas arrêtée pendant que tout cela se passait. Les équipages d'artillerie ont continué à bombarder l'ennemi, aidés par des observateurs au sol ou dans les airs, tandis que les tireurs d'élite prenèrent des positions cachées en attendant qu'un malheureux soldat ennemi se révèle au-dessus de la tranchée, ne serait-ce que pour un instant. Il est compréhensible que ce qui était servi dépendait de la situation d'approvisionnement, comprenant souvent des aliments en conserve. Le corned beef est l'un des plus courants et connus mondialement. Le corned beef était appelé bœuf de brut dans les tranchées. Si le pain manquait pour préparer un sandwich, les biscuits redoutés étaient utilisés à la place. Un autre repas notoire était le ragoût de makonashi, un ragoût aqueux de navets et de légumes avec de la viande minérale, qui avait été un élément de base des rations de l'armée britannique depuis la guerre des Boers. Il était recommandé de réchauffer le ragoût avant de le manger, mais cela n'était souvent pas possible, et donc il était généralement mangé froid, et cela produisait un effet secondaire malheureux sous forme de flatulence. Les soldats recevaient également ce qu'on appelait des rations de fer. Il s'agissait de rations d'urgence conservées dans une boîte et conçues pour durer un jour ou deux en cas de coupure de la chaîne d'approvisionnement, comme lors d'une attaque. Typiquement, ces rations se composaient d'une boîte de viande, de fromage, de thé, de sucre, de sel et bien sûr de biscuits. Dans de telles circonstances, on espérerait que la bonne vieille ingéniosité permettrait aux cuisiniers de l'armée de relever le défi et de produire de la nourriture qui soit au moins appétissante avec très peu d'ingrédients. Mais cela ne semble pas avoir été le cas. Une des raisons à cela est que la culture britannique de 1914 considérait la cuisine comme un travail de femme dans son rôle de ménagère. Ainsi, il n'était pas rare que de nouvelles recrues soient affectées comme cuisiniers sans jamais avoir fait bouillir un œuf de leur vie. L'armée a émis des livres de recettes basiques, et les hommes suivaient les instructions de la même manière qu'ils le feraient pour assembler une pièce de machinerie, ce qui laissait peu de place à l'innovation culinaire. Deux événements significatifs en 1917 ont commencé à améliorer la situation alimentaire. Afin de libérer davantage d'hommes pour le combat, l'armée britannique a commencé à permettre aux corps auxiliaires féminins de l'armée d'adopter de plus en plus de rôles non combattants, et cela incluait les cuisiniers. Des femmes ayant des années d'expérience dans la préparation des aliments préparaient maintenant les repas et c'était le premier événement significatif de cette année-là, et c'était l'entrée des États-Unis dans la guerre. L'énorme industrie agricole de l'Amérique a été alors mise au service du corps allié, et bien que la flotte de sous-marins de la marine allemande ait sérieusement entravé la chaîne d'approvisionnement à travers l'Atlantique, elle n'a jamais pu la couper comme l'espérait le Kaiser.
Après le dîner, les hommes avaient généralement quelques heures précieuses de loisirs. Beaucoup, dont le corps d'armée allemand, ont dû travailler longtemps, ce qui offrait l'occasion de dormir. C'était aussi une occasion de lire des lettres de chez eux ou d'en écrire une en retour, tandis que certains des soldats, les plus artistiques, se tournaient vers la poésie comme moyen de s'exprimer sur les événements cataclysmiques qu'ils vivaient. Toute personne ayant un talent musical était toujours recherchée pour faire chanter les hommes et élever leurs esprits. L'art des tranchées offrait un exutoire créatif, permettant aux hommes d'exprimer leurs intérêts par le dessin, la peinture et l'écriture. Outre la peinture et la sculpture, des sculptures étaient fabriquées à partir de tout, des boîtes vides aux éclats d'obus. Il y avait très peu d'activités récréatives dans une tranchée de première ligne au-delà d'un paquet de cartes à jouer, mais les hommes trouvaient souvent des moyens créatifs pour remédier à cela. Les officiers pourraient organiser des compétitions entre les pelotons pour le meilleur équipement, la section gagnante obtenant à la fois la fierté de la victoire et une récompense, comme une ration supplémentaire de chocolat. Il n'était pas non plus rare que certaines routines d'exercice soient effectuées les yeux bandés pour le divertissement des autres, ou que des jeux de tir à la corde soient organisés dans les longues tranchées. Cependant, les soldats trouvaient souvent d'autres moyens plus dégoûtants pour se divertir. Cela pourrait inclure des activités telles que parier sur le nombre de poux qui pourraient être retirés des cheveux de l'un de leurs membres. Un autre passe-temps courant était de placer une boîte de conserve vide du déjeuner sur un bâton et de la pointer au-dessus de la tranchée pour qu'un tireur d'élite allemand la fasse tomber. L'abondance de rats dans les tranchées offrait également un divertissement, les rongeurs capturés étant utilisés dans des courses de rats. Vers 1700 heures, les troupes commençaient à prendre leur thé, après quoi elles se retrouvaient à nouveau dans les positions de garde à vous. Contrairement à la croyance populaire selon laquelle les attaques n'avaient lieu qu'à l'aube, il était tout aussi probable que des attaques aient lieu au crépuscule. C'était parce que la lumière, semblable à l'aube, était jugée suffisante pour attaquer, mais assez faible pour limiter la vision des observateurs ennemis depuis leur poste. Bien que les Allemands étaient parfaitement conscients des moments où les Britanniques se mettraient en armes, un grand nombre de leurs attaques ont toujours eu lieu pendant ces périodes. Le plus souvent, lorsque les officiers du renseignement allemand découvraient que les Britanniques avaient fait sortir un groupe de soldats de la tranchée et les avaient remplacés par des troupes fraîches, mais inexpérimentées. L'obscurité englobant le front occidental, les hommes se retiraient. Mais pour beaucoup d'entre eux au front, c'est là que résidait le véritable danger. Quand les dispositifs de vision nocturne n'avaient pas été inventés, l'obscurité offrait le seul moment sûr pour sortir de la tranchée. De petits groupes effectuaient des reconnaissances des défenses ennemies ou réparaient tout fil barbelé qui aurait pu être endommagé par l'artillerie ennemie. Cependant, les deux camps tiraient fréquemment des fusées éclairantes dans le ciel nocturne pour éclairer le terrain entre les tranchées adverses, le bien nommé « terre de personne ». Une fusée éclairante était un obus d'artillerie avec une lumière brillante, programmée pour exploser au-dessus de la zone nécessitant éclairage. Pour ceux attrapés dans le terre de personne, la mort venait souvent d'une mitrailleuse ou d'un tireur d'élite. Si une tranchée avait jamais besoin d'être prolongée ou redirigée, cela était également effectué la nuit dans le but d'empêcher les Allemands de les observer et d'ajuster leurs plans en conséquence. C'était souvent un travail éreintant, laissant les hommes épuisés, tout en sachant que bientôt, l'aube viendrait, et avec elle, la perspective au mieux de simplement répéter leur routine quotidienne, ou au pire, de repousser une attaque allemande. Merci d'avoir regardé cet épisode. Rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo sur la chute de Constantinople. Merci d'avoir regardé.